Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Et vous avez bien raison, Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. On commence aujourd'hui avec du cinéma et la 60e édition du Festival international du film de Karlovy Vary qui s'ouvre ce vendredi dans la ville thermale de Bohême occidentale. Une édition doublement anniversaire qui marque également 80 ans depuis la création de ce festival. Un cap qui, selon les organisateurs, place Karlovy Vary dans un cercle très restreint. Le Festival international du film de Karlovy Vary est le deuxième le plus ancien festival de cinéma d'Europe, créé au lendemain de la guerre en 1946. Sous le régime communiste, il alternait avec le festival de Moscou, ce qui explique cet écart entre son âge et le nombre d'éditions. Pour faire de cette 60e édition en 2026 donc un moment exceptionnel, les organisateurs ont tenu à faire venir certains des plus grands noms du 7e art, notamment l'un des monstres sacrés d'Hollywood aux 2 Oscars, Dustin Hoffman, et également l'actrice française Juliette Binoche, elle aussi oscarisée une fois. On écoute Karel Orch, il est le directeur artistique du festival de Karlovy Vary. Karel Orch, comment on fait pour inviter Juliette Binoche à son festival? C'est un rêve. C'est un rêve parce que j'ai eu de la chance de rencontrer Juliette Binoche à Lyon, au Festival Lumière, au mois d'octobre l'année dernière. J'ai eu la chance de passer une heure avec elle en discutant son film son film en tant que réalisatrice. Et on a aussi parlé des films qu'elle voudrait présenter ici. On a mentionné les films qu'on voudrait présenter. On était d'accord parce que elle a toujours aimé ces réalisateurs comme Abbas Kiarostami. On va présenter Certified copie certifiée. Et on va présenter aussi un film très important pour notre région, Trois couleurs bleues de Krzysztof Kieślowski, un réalisateur qui, je crois, doit être plus mentionné. Il y a en compétition un film dont on n'a pas parlé la dernière fois, un film suisse qui, je crois, ne vous a pas laissé indifférent non plus. Oui, c'est la première fois qu'on a un film d'un réalisateur suisse en compétition, Crystal Globe. C'est assez marrant parce que cette année, intéressant parce que cette année, on fête 80 ans depuis la première édition. C'était en 1946 et on a présenté 14 films en 14 jours entre lesquels il y avait un film suisse. Donc il y a cette connexion de 80 ans. A Happy Family, c'est le titre de film qui parle d'une mère single, célibataire qui s'occupe de ses enfants, qui fait tout ce qu'elle peut, mais comme on peut imaginer, elle entre des difficultés. Et je crois que ce film est très honnête et peut-être pour certains spectateurs va montrer les visages de la Suisse qu'ils ne connaissent pas. On est en pleine période de Coupe du Monde de football. Le film d'ouverture sur ce match mythique de Mexico 86 entre l'Argentine et l'Angleterre. Je crois que ça vous plaît. Et puis aussi un documentaire sur Eric Cantona. Oui, on a découvert ces 2 titres à Cannes qui étaient très orientés au film de foot. The Match, le documentaire que vous avez mentionné, le film d'Argentine, Espagne. Naturellement, c'est un film qui parle de beaucoup plus que football, qui parle des relations de 2 pays qui ont joué ensemble, Argentine et Angleterre, des relations politiques. Et c'est un film qui a réussi de parler de tous ces facettes, tous ces aspects de ces relations dans une manière très excitante. En le regardant en Cannes, je me suis dit, pourquoi pas le film d'ouverture? Même ceux qui adorent pas le foot vont aimer ce film, j'en suis sûr. Eric Cantona, quand il y a un documentaire sur Eric Cantona, j'ai nettoyé mon horaire ce jour-là pour être là, présent là à la présentation parce que
j'étais sûr qu'Eric Cantona venait, il est venu, et il était magnifique. Et il a eu 3 films à Cannes cette année, comme un acteur, un protagoniste. Et ce film est vraiment complexe dans la façon avec laquelle le réalisateur a réussi de montrer ce personnage vraiment complexe, vraiment intéressant, flamboyant, volcanique, mais aussi très intelligent et très honnête. Vous l'avez pas démarché comme Juliette Binoche? Ah non, pas encore. J'espère un jour. Et le festival de Karlovy Vary se poursuivra jusqu'au samedi 11 juillet. On continue avec le quartier de Ruzyně et du street art. Le quartier de Ruzyně, c'est à Prague et le festival Urban Pictus organise la réalisation d'une fresque de 700 mètres de long. À son achèvement, elle deviendra la 3e plus longue fresque collective d'Europe. 30 artistes tchèques et étrangers collaborent à la création de cette œuvre. Inès Cuvillier est allée à la rencontre des artistes français présents lors de cette édition 2026 dont le thème met à l'honneur la beauté de la ville en mouvement. Et on écoute d'abord à son micro l'artiste nantais Smoka. Je travaille autour du thème, comme tout le monde, de la ville et du mouvement. Seulement, comme mon travail est sur l'humain, je ne me voyais pas faire de l'architecture ou des voitures ou des choses comme ça. Donc j'ai essayé de mettre du mouvement à travers l'humain et la danse. Donc en fait, je fais un couple en train de danser, à partir de photos que j'ai découpées, mélangées, que j'ai réarrangées niveau coloris et tout. Le festival Urban Pictus, organisé par la galerie de Chemistry, en collaboration avec le 6e arrondissement de Prague, a déjà connu 2 éditions. L'artiste français Tim Marsh était déjà présent en 2024 pour réaliser un hommage à David Attenborough, le grand documentaliste animalier britannique. De retour cette année, il nous présente son nouveau projet pour le mur. En tant que Français, la beauté de la ville en mouvement, moi ça m'a tout de suite inspiré le parcours, les Yamakasi. Du coup je voulais représenter un traceur français. Un traceur c'est les gens qui font du parcours. Donc je voulais décomposer un mouvement. Il y aura 8 panneaux. Si on prend une photo de chaque panneau et qu'on les met à la suite, que ça fasse un mouvement, qu'on voit le gars en train de prendre sa course, prendre son élan et sauter. J'ai une palette de couleurs qui est quand même assez représentative de mon travail, mais j'essaye de varier quand même de temps en temps, de surprendre. Moi je suis un enfant des années 80, j'ai grandi avec des codes visuels très flashy. Selon les organisateurs, la fresque plaît déjà aux habitants du quartier, alors même qu'elle n'est pas totalement finie. Pour les artistes comme Vincent Chignier, l'objectif est de se fondre dans le lieu. Je travaille tout le temps avec des personnages anonymes. En fait, à chaque fois que je peins un mur, quelques jours avant de faire mon projet, et je m'inspire un peu pas des lieux, mais plus des gens qui habitent. C'est juste l'atmosphère en fait que je prends en compte et moi j'ai décidé de faire une composition assez chargée qui fonctionne en symétrie et 2 personnages qui se tournent le dos, qui symbolisent une certaine opposition et en même temps c'est des personnages qui se ressemblent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment l'humain évolue dans son environnement et avec les autres. J'aime bien traiter le thème des conflits et des réconciliations, des choses comme ça. Même si ça se voit pas vraiment dans mon travail parce que c'est très coloré et très joyeux. Après, tout ça, c'est composé avec un monde un peu imaginaire, sauvage, inspiré de chez moi. Et pour moi, en fait, ce thème, c'est comme si c'était la vie quotidienne au final. Une fresque à hauteur d'homme représente une belle opportunité pour ces artistes, même si la chaleur de la fin du mois de juin en Tchéquie est venue corser le défi. Smoka nous raconte la principale difficulté dans la création de cette fresque. C'était déjà de créer la maquette parce qu'en fait si notre esquisse de base elle est pas bien, le mur il sera pas bien. Parce que j'ai plus l'habitude de travailler les formats plutôt portrait que paysage. Et là donc c'est vraiment tout en longueur, donc il fallait que je trouve une image qui colle dans la forme. Du coup maintenant le challenge c'est de le faire aussi bien que sur ma maquette sur le mur. Un lieu où règne la bonne humeur et la convivialité entre les artistes, une occasion pour certains de découvrir la Tchéquie ou encore de rencontrer de nouveaux compagnons de route.
Alors j'ai l'habitude parce que je travaille dans un collectif à Nantes, je fais souvent des fresques à plusieurs. C'est pas toujours évident d'accorder les styles, mais là en fait comme chacun a sa partie de mur, c'est plus une continuité, chacun fait vraiment ce qu'il a envie et les organisateurs se sont arrangés en fonction des maquettes pour que ça soit cohérent d'un style à l'autre. C'est très très bien parce que on rencontre plein d'artistes internationaux, moi c'est l'occasion de voyager aussi un petit peu, puis on rencontre plein de gens qui ont des styles différents, des histoires différentes, donc c'est vachement intéressant. Donc forcément quand on m'a contacté, j'ai dit oui directement quoi, j'étais même très content de venir. Ouais. Il y a des projets où on est tout seul dans notre coin en train de réaliser nos projets, mais l'été quand même, il y a pas mal de festivals. Non, c'est super de pouvoir peindre avec des gens qui sont tout aussi passionnés, de voir les techniques les uns des autres, de voir les univers des uns des autres, les caractères des uns des autres, les connaître tout simplement, d'avoir des gens un peu partout comme nouveaux copains. Après cette fresque murale du quartier de Rouzigné, un retour sur la cérémonie de la remise des prix. Un grand merci qui s'est déroulé le mois dernier à Prague, une cérémonie organisée par l'association des anciens élèves des sections tchèques en France. Et il y avait parmi les récipiendaires de ce prix Andrea Šteflová, professeure de français à Český Těšín, ville de l'extrême est de la Tchéquie, située sur la frontière avec la Pologne. Une femme à l'enthousiasme contagieux, habitée par la nécessité de transmettre son amour du français à ses jeunes élèves, et qui, après la cérémonie qui s'est tenue récemment donc au siège du ministère des Affaires étrangères pragois, a évoqué sa passion pour son métier au micro de Guillaume Narguet. Je m'appelle Andrea Šteflová, je viens de la ville de Český Těšín et je travaille au lycée Josef Božek dans la même ville. Je ne suis pas née à Český Těšín, mais je suis née à Ostrava, donc c'est à 30 km de là-bas. Et pourquoi le français ? Au début, j'ai fait mes études à l'université Charles et mon option c'était la géologie et la géochimie. Et puis, disons que j'ai bien fait mes études, donc il me restait un peu de temps. Et je me disais, si je faisais quelque chose de plus difficile ou quelque chose qui va me remplir les journées, les restes des jours. Et je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai choisi le français. Ça me paraît assez difficile et en même temps assez joli. Et j'ai continué, j'ai avancé. Après mon diplôme de master en géologie-géochimie, je suis partie en France parce que je me suis rendu très vite compte que ici, dans un pays tchèque, je ne vais pas apprendre très vite et je ne voulais pas rester un débutant éternel. Donc je me suis lancée, je suis partie en France et je suis passée un an. Et puis, juste pour apprendre la langue ? Pour apprendre la langue, exactement. Mais bien sûr, je travaille aussi en tant que fille au père. Mais le but, c'était la langue. C'était la passion, le désir de découvrir, de me faire des amis, de pouvoir causer, de créer des amitiés. Ce que j'ai réussi, en fait. Et avec ma famille d'accueil, si je peux le dire, je tiens toujours de bonnes relations, on se voit. Et maintenant, ce sont mes élèves qui viennent faire les filles au père à ma fille que j'ai gardée. Donc vraiment. Donc c'est dans quelle ville ? C'est à Nantes actuellement, mais moi j'étais à Troyes. Et puis donc en rentrant, j'ai commencé à enseigner le français. Juste comme ça, pendant mon congé de maternité. Et au fur et à mesure, il fallait que je fasse aussi d'autres études. Donc les études pédagogiques et puis les études au département de langue romane à l'université d'Ostrava. Et bon, du coup, le prof de français est né. Et c'est vrai que j'ai gardé aussi la chimie. Donc il y a des années scolaires où j'enseigne les deux, la chimie et le français. J'enseigne les enfants de 12 à 19 ans. Donc vraiment, c'est un éventail qui me permet de découvrir de différentes méthodes, et c'est très enrichissant, quoi. Quelles sont les motivations de vos élèves ? Ça, c'est un peu difficile à dire parce que toujours il y a des parents qui décident à la place des élèves, surtout pour les petits, pour des 11-12 ans. Et des fois, c'est aussi l'histoire, puisque j'enseigne déjà depuis, ça fait 17 ans que j'y enseigne. Donc la tradition est créée, quoi, et j'en profite. Donc des fois, il y a des élèves qui viennent des villes, des environs, pour
travailler avec moi. Bah, c'est un peu, je sais, c'est pas modeste, mais j'ai entendu dire ça aussi, des côtés des élèves. Oui, c'est vrai, j'ai créé, avec mon collègue bien sûr, parce que ce n'est pas un travail pour une seule personne, j'ai créé il y a 11 ans un festival qui s'appelle « Je sais faire en français ». Et j'avais déjà cette idée auparavant, mais je n'avais pas de sponsors. Et pour motiver les jeunes, il faut aussi de leur proposer quelque chose qu'ils peuvent toucher. Donc j'ai commencé aussi à travailler dans le comité de l'association tchèque des professeurs de français qui me soutient financièrement. Et ce festival incite les jeunes à apprendre plus puisqu'ils veulent se montrer qu'ils savent. C'est-à-dire, c'est un festival où personne ne gagne, tout le monde sont les gagnants et on récompense tous les élèves qui viennent pas seulement de notre établissement, mais de la République tchèque, même de la Slovaquie. Par exemple, cette année, on a vu 113 élèves se montrer sur l'estrade avec les chansons, la poésie, le théâtre. Et c'est très apprécié. Donc ça, c'est déjà un pas que j'ai fait pour promouvoir le français, créer ce festival. Et puis, j'essaie de découvrir d'autres façons, comme la poésie. On tourne des vidéos avec la poésie. J'ai trouvé aussi une école partenaire en France. C'est-à-dire, c'est à Remiremont, c'est le lycée André Malraux, avec lequel on collabore déjà depuis 2007, je pense. Et c'est aussi captivant pour les élèves puisqu'ils viennent y aller. Ils veulent créer les liaisons amicales. Et c'est quelque chose qui est touchant pour eux, je pense. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on essaie de faire. Des concours de l'Alliance française d'Ostrava, des Olympiades. Là, par exemple, cette année, un de mes élèves a participé au cours national ici à Prague, puisqu'il a gagné le tour régional. Donc, et les élèves, ils se le disent, donc ils se transmettent les informations et ça fonctionne. Quand on parle avec les Tchèques du français, souvent une de leurs premières réactions est que c'est une langue compliquée, difficile. Et là encore, comment vous y prenez pour leur faire passer le message que c'est tout à fait possible d'apprendre et en même temps de prendre du plaisir, parce que c'est important dans cet apprentissage du français. Déjà, c'est que les effets, c'est surtout la prononciation, les accents bizarres. Il y avait une élève qui a dit « Le français pour moi, c'est comme une danse. Toujours les accents aigus, circonflexes, et c'est comme si je dansais. » Donc ça, j'emploie souvent. C'est « Allez, venez danser avec moi », puisque le français, ça fait bouger, ça fait onduler la langue. Et je sais que c'est difficile. Au début, ça paraît comme ça, mais je leur dis toujours de ne pas faire attention à la prononciation au début. Parce que ce n'est pas une seule chose qui est importante, puisqu'on peut très bien se faire comprendre sans prononcer R en français. On peut très bien prononcer un R roulé, pas de souci. Et puis j'essaie de comparer avec l'anglais et l'allemand, que j'ai fait aussi également. Donc, il en résulte à la fin, à chaque fois, que sachez, si vous obtenez quelque chose sans effort, ça ne sert à rien. À chaque fois, il faut donner votre énergie, votre effort et votre goût d'apprendre. Et bon, c'est un peu ça. Oui, puis ce qu'il faut dire, c'est que les Français apprécient beaucoup le R roulé des Slaves. Donc il ne faut pas que la prononciation soit parfaite, il faut aussi le dire à vos élèves. Oui, c'est compliqué, mais je peux dire qu'il y a des élèves qui arrivent tout de suite à prononcer le fameux R. Mais je dis, si vous mettez 2-3 mois, peu n'importe, ça vient un jour. Et sinon, toujours, vous allez être compris. Qu'est-ce que représente pour vous personnellement ce prix spécial qui vous a été remis donc, par l'association des anciens élèves des sections tchèques en France? Oui, j'étais émue, quoi. Le proviseur m'a dit que c'était lui qui a monté ma comment ça s'appelle? Oui, ma candidature. Ma candidature, voilà. C'était quelque chose qui m'a fait sourire intérieurement, parce que j'apprécie vraiment beaucoup et c'est bien que j'ai mis mes années de prof, que je ne les ai pas mises juste comme ça, sans aucun résultat, sans aucun effet pour les autres. C'est bien.
Au-delà de votre travail, quelle est la place qu'occupe le français dans votre vie? Et puis, dites-nous un peu ce que vous aimez dans la pratique du français. Je ne peux pas l'expliquer, mais la place que le français occupe dans ma vie, c'est bien que mon mari n'est pas là, puisque ça peut être un peu douteux pour lui. Lui, vous ne l'avez pas convaincu? Ah ouais, non, c'est ça. Pour moi, c'est du top, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas l'expliquer. Maintenant, c'est entre nous deux. Des fois, je dis, je ne sais pas, mais pour expliquer, peut-être dans une de mes anciennes vies, j'étais une prostituée à Madagascar, mais je ne sais pas, vraiment, c'est vraiment quand je fais des blagues. Et c'est quelque chose qui est venu tout seul et qu'il fallait faire. Et ça reste, ça reste toujours, je ne le dis pas pour flatter le français ou pour être, je ne sais pas, intéressante, vraiment, je ne veux pas que vous le preniez comme un cliché, mais c'est sincère, vraiment c'est quelque chose qui est au premier lieu pour moi. Les élèves évoluent dans leur comportement, dans leurs intérêts. Pour vous, en tant qu'enseignante de langue, peu importe que ce soit le français, comment faites-vous évoluer votre travail et vos méthodes d'enseignement? Parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez été mise à l'honneur avec ce prix. Un grand merci aujourd'hui. Je sens qu'il faut toujours évoluer. Donc, pendant ma carrière pédagogique, j'ai été par exemple à Vichy, j'étais à Nice, à Francophonia, à Kavilam, à Vichy. Je fais des stages au moins 1 ou 2 fois par an. Je sais qu'il faut évoluer toujours et aussi, je ne lis que des livres en français. Je ne sais pas combien de livres j'ai chez moi, mais je dis j'ai 5 mètres de livres français. Si vous voulez, je vous prête 1 ou 2 bouquins, mais c'est ça ce qui est pour moi important, je pense, de lire, d'être toujours en contact avec la langue pour pouvoir la transmettre. Et c'est mon moteur, quoi. Et des fois, vraiment, je ne lis que des auteurs, surtout les auteurs français, modernes, pour être en contact aussi avec l'évolution de la langue même, puisque toujours les mots et tout ça, ça change. Quoique, bien sûr, je connais les classiques, les grands classiques, mais oui, c'est pour les adultes, je dirais. Mais la littérature contemporaine, pour moi, est très importante. Et c'est quelque chose qui me pousse, qui m'amène plus haut, plus loin, quoi, comme Coubertin, un peu. Quel est le livre français, l'auteur français que vous lisez actuellement? Actuellement, ce n'est pas actuellement, mais pour vous dire, c'est Sophie Perrin. J'ai lu tous ses livres, sauf le dernier. Je n'ai pas eu encore l'occasion de l'acheter, c'est Tata. Mais j'ai commencé avec Il faut arroser les fleurs. Et j'étais vraiment frappée par quelque chose de très riche. J'adore. Mais aussi, je lis Lévy, comment il s'appelle, Musso, des polars. Oui, un peu de tout. Je consomme, quoi. Merci beaucoup. Pas de quoi. La Tchéquie célébrait en cette fin de mois de juin le 35e anniversaire du départ des derniers soldats soviétiques du territoire de la Tchécoslovaquie. 35 ans depuis l'organisation de ce départ des soldats qui avaient été beaucoup photographiés par la photographe Dana Kindrova. Elle avait répondu sur ce sujet aux questions de Cléo Manet en 2016. On l'écoute. Vous savez, c'était la révolution de velours, c'était bien, on était tous très heureux, mais ce qui était très important, c'était le départ. Alors moi, j'ai fait le français et le russe à l'université. Alors la langue, c'est très importante. Alors je pouvais communiquer avec les soldats, c'est très important. C'est un point très important, mais ce qui était encore beaucoup plus important, je suis une femme. Parce que pour eux, à l'époque, maintenant peut-être non, parce qu'il y a beaucoup de femmes journalistes, mais à l'époque, alors une fille comme ça, c'est pas danger. Alors je pouvais entrer un peu partout. Alors les autres photographes qui photographiaient là-bas, ils étaient un peu jaloux. Ils disaient non, comment ça se fait, tu es arrivé là-bas. Alors ça m'aidait beaucoup.
Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Monsieur Dian Speer, a dit que même Moscou, à l'époque, ne savait pas vraiment quoi faire avec ces hommes. Est-ce que vous avez eu cette impression qu'ils étaient finalement un peu abandonnés, même de la Russie ? Oui, c'était l'expression l'apathie. Alors on sentait ça, parce que notre pays, on était les premiers à quitter, parce qu'ils étaient en Pologne, un peu partout. Mais nous, on a réussi de les chasser, les premiers. Alors, on voyait ça que si on parlait avec eux, les soldats ordinaires, non. Mais avec les colonels, les gens plus hauts, alors, quelquefois, ils disaient, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'ici, on avait des maisons et tout ça. Alors, c'est vrai que pour eux, c'était l'avenir n'était pas sûr. Dans cette exposition, il y a beaucoup de photos de ces soldats. Ce sont des hommes jeunes. Ils ont une vingtaine d'années parfois. Au milieu de leur bagage, ils ont l'air un peu perdus. On en voit un qui joue de la guitare à plusieurs reprises. Et ce qui est très émouvant, c'est qu'il y a une grande impression d'innocence qui se dégage de ces gens. Est-ce que c'est une interprétation qui vous choque ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu restituer ? Vous savez, moi, j'ai fait un projet aussi sur la Russie. Alors, je connais la Russie très bien, c'est-à-dire la mentalité, le système là-bas. Alors, les gens là-bas, les soldats, c'est la même chose, sont habitués. Ce sont pas eux qui décident. Alors, c'est un peu, en Russie, c'est un peu pareil. Alors, on attend qu'est-ce qu'ils vont décider. Alors, je demandais à l'époque, par exemple, je disais, c'est très bien que vous partez, c'est Gorbatchev qui a décidé. Ils m'ont dit, alors, ils ont décidé, alors on va là-bas. Alors, si on est ici ou en Ukraine, on s'en fout. Les soldats. Ouais. Sur ces deux séries de photos, vous avez photographié beaucoup d'images, beaucoup d'affiches de propagande, des portraits d'hommes politiques aussi. J'imagine qu'en tant que photographe, faire des images d'images, c'est quelque chose qui a dû être un enjeu assez réjouissant. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'homme. Alors, c'est la photographie humanitaire ou documentaire, comme Henri Cartier-Bresson. C'était toujours mon idole et les gens surtout. Mais ici, c'était très important parce que le décor communiste qui était autour de ces soldats, alors, c'était très symbolique parce que c'était à l'époque où l'Union soviétique partait, disons. Alors, c'était déjà détruit, mais ça a été toujours autour de nous, autour de ces soldats. Alors, pour moi, c'était le symbole de la destruction de l'Union soviétique. Alors, ici à cette exposition, on n'a pas des photos en couleur, mais quand j'ai présenté cette exposition pour la première fois, alors, j'ai présenté aussi des photos en couleur parce que je sentais qu'il faut faire ce décor en couleur parce que le rouge et le jaune agressif qui était autour, alors ça soulignait cette misère des soldats ordinaires, que la propagande autour de ces gens ordinaires. Alors c'est mon seul projet où j'ai utilisé la photo en couleur. C'était Dana Kindrova qui a photographié le départ des soldats soviétiques il y a exactement 35 ans, départ de la Tchécoslovaquie, un entretien que vous pouvez retrouver dans les archives de Radio Prague International sur notre site internet français.radio.cz et n'oubliez pas, nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, l'ancien Twitter qui s'appelle maintenant X, Blue Sky, YouTube, j'en passe et des meilleurs. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et de votre attention. Écrivez-nous également si vous le souhaitez au français@radio.cz, français@radio.cz pour communiquer avec vous. Et sinon, je vous souhaite un très agréable week-end où que vous soyez dans le monde. Ahoj, na slyšenou.